Nomination d'un secrétaire de séance, Graziella, et c'est ton tour. Je vous propose de passer à l'approbation du procès verbal du conseil municipal du 3 juillet 2023. Avez-vous des modifications à y apporter? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Communications diverses. Alors, décision numéro 2023-54 avec un visa préfectoral du 28 juin 2023, règlement des honoraires d'avocat cabinet Corny-Fouché, procédure d'appel devant la Cour administrative d'appel de Bordeaux, affaire commune de Salles contre Madame Annie Dupin-Le Pénéven. Décision 2023-55, renouvellement de l'accord cadre à bon de commande mono-attributaire numéro 2021-03 signé entre la commune de Salles et Happy Restauration. 2023-56, avenant numéro 2 à l'accord cadre à bon de commande mono-attributaire numéro 2021-03 signé entre la commune de Salles et Happy Restauration. Décision numéro 2023-57, conclusion d'un marché public en la procédure adaptée pour l'organisation de l'accueil de loisirs sans hébergement avec le centre de loisirs des éclaireurs de Gascogne. Décision numéro 2023-58, mise en place de la coopération tarifaire jeunesse CTG. Décision 2023-59, attribution d'un marché public pour travaux d'urgence et de charpente et couverture pour la mise en sécurité du château de Salles. 2023-60, modification de la décision du maire numéro 2023-16 concernant la régie avance restauration scolaire, accueil périscolaire, accueil de loisirs sans hébergement numéro 49 80 96. Décision 2023-61, convention de mise à disposition de locaux entre la commune de Salles et le service pénitentiaire d'insertion et de probation. 2023-62, convention de mise à disposition de locaux entre la commune de Salles et le conciliateur de justice. Décision 2023-63, contrat de vidéoprotection entre la commune de Salles et la société Lys Protect France. Décision 2023-64, avenant numéro 1 au marché numéro 2022-12 relative à la location, la livraison et la maintenance de photocopieurs et services associés. Décision numéro 2023-65, fixation de la tarification pour les dispositifs sportifs municipaux, temps livre multisport, sport santé senior, école municipale de sport. Dans les autres communications, donc le prochain conseil municipal aura lieu le 6 novembre 2023. Mais ensuite, en communication diverses. Alors, j'ai une réponse à apporter à M. Poc sur sa dernière question la dernière fois sur les travaux des ponts. Le coût des travaux était de 690 917,62 € pour tous les éléments liés aux inondations. Le remboursement de l'assurance a été de 277 076 €. La subvention de l'État de la DSEC, 78 095,22 €. Reste à charge de la commune 335 746,40 €, sachant que les travaux de reconstruction, rien que du pont de Berne, on a réussi à économiser à peu près 80 000 € en changeant le process. Voilà. Concours des décorations de Noël. Alors, on devrait faire une délibération pour ça. Vous savez, comme on avait fait pour d'autres types de le marché, pour les jardins fleuris. On la fera au prochain conseil, mais cette action, elle est portée par le Conseil des sages. Elle a été présentée de mémoire en commission, mais par contre, la délibération a été oubliée, donc on la présentera au Conseil de novembre, mais on commencera les flyers avant, donc que vous en soyez avertis. Vous avez vu que dans les décisions, il y a une décision sur la vidéoprotection. On a quelques soucis sur l'emprise du gymnase rive gauche et sur les écoles rive gauche. Donc on a la vidéoprotection aujourd'hui ne peut pas être déployée telle qu'elle est arrêtée par le dispositif de avec la gendarmerie, parce qu'on a des points d'éclairage public qui aujourd'hui ne sont pas alimentés en éclairage 24-24. C'est-à-dire que les poteaux d'éclairage public s'éteignent la nuit. Et donc mettre des caméras sur des poteaux qui s'éteignent, c'est pas très pratique, parce que ça voudrait dire qu'elles ne marcheraient pas une partie de la journée. Donc on a regardé les points où c'était possible, et en l'occurrence sur le collège, c'est possible dès maintenant. Donc le début d'installation va commencer, et la décision, alors on dépose un dossier complet en préfecture, mais on le phasera en fonction de l'équipement de nos poteaux, et vous aurez plus de points à la prochaine commission urbanisme et sécurité. On prendra une motion, je vous propose une motion au prochain conseil municipal sur la LGV. Pour ceux qui ne le savent pas, la loi de finances nous impose
théoriquement, de mettre une taxe sur la taxe de séjour pour financer la LGV. En gros, il faudrait qu'on délibère pour quelque chose qu'on n'a pas choisi et expliquer à des gens qu'on va leur prendre une taxe supplémentaire sans que nous, ça ne nous rapporte rien, si ce n'est un travail, puisqu'il faut quand même aller la récupérer, la taxe, pour quelque chose dont on n'est pas forcément d'accord, parce qu'on s'est déjà exprimé sur la LGV. Pour ma part, mais pour en avoir discuté avec les présidents d'Interco, notamment avec Marie-Hélène et avec Bruno Lafont, on s'est tous mis d'accord pour ne pas passer cette délibération, pour refuser de la passer, au prétexte que même si c'est une loi de finances, qui se débrouille pour la voter, mais nous, en tous les cas, on ne présentera pas quelque chose qu'on n'a pas décidé. Voilà, donc le conseil général régional pourra toujours nous demander de payer une taxe, parce que c'est 34% de la taxe de séjour, donc c'est quand même pas anodin en termes de masse. Ça veut dire aussi que ça nous obère toute possibilité d'augmentation de la taxe de séjour, si on veut répondre à une amélioration du fleurissement, une amélioration du tourisme, etc. Donc il est hors de question qu'on prenne cette délibération. Au pire, on la présentera, si jamais le préfet nous l'impose, on la présentera et on verra comment on vote et comment il fait si la proposition elle est refusée, ce que j'attends de voir quand même. Donc on verra en temps et en heure, mais il y a une chose qui est sûre, je ne présenterai pas en l'état actuel une délibération sur ce sujet, même si la loi nous l'impose. Dernier point, vous n'êtes pas sans savoir ce qui se passe au Haut-Karabakh aujourd'hui. On avait déjà pris une motion il y a quelques temps de ça, en début de mandat, je crois, de mémoire, par rapport à ce qui se passait. La situation aujourd'hui, elle a un peu changé, puisque le Haut-Karabakh aujourd'hui a été complètement annexé. Les habitants s'enfuient. Je ne sais pas s'il y aura quelque chose à faire. Alain, qui s'est déjà chargé de la solidarité avec le Maroc, va se rapprocher des associations du Haut-Karabakh pour voir comment on peut aider. Mais je vois mal aujourd'hui, en l'état actuel des faits, ce qui va être possible de faire. Si ce n'est à aider l'Arménie, éventuellement à accueillir les réfugiés. Mais voilà. Donc aujourd'hui, on va se rapprocher de ça et on verra en temps et en heure ce qu'on peut faire. Ce qui est clair, c'est qu'on ne lancera pas de procédure tant qu'on n'est pas absolument sûr de ce qu'ils attendent. Ce n'est pas peine d'envoyer des trucs ou de demander des choses tant qu'on ne sait pas les besoins. Donc on verra en temps et en heure, mais il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Voilà sur ce sujet. Voilà pour les communications diverses. Je vous propose maintenant de passer à l'ordre du jour. La délibération numéro 2023-54, démission d'un conseiller municipal et installation d'un nouveau conseiller. La parole est à Alain. Vu le procès-verbal d'installation du conseil municipal en date du 4 juillet 2020, par lettre en date du 8 septembre 2023, enregistrée en mairie le 13 septembre 2023, Florence Pereira a présenté sa démission de ses fonctions de conseillère municipale. Au terme de l'article L. 270 du Code électoral, et sauf refus express de l'intéressé, le remplacement du conseiller municipal démissionnaire est assuré par le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu, soit Christian Limonta, suivant de la liste unie pour salle. Par courrier en date du 14 septembre 2023, Monsieur le maire a appelé Christian Limonta, suivant de la liste unie pour salle, à siéger. Par courrier en date du 18 septembre 2023, enregistré en mairie le 18 septembre 2023, Christian Limonta a accepté de siéger au conseil municipal en tant que conseiller municipal. Il est donc nécessaire de procéder à son installation. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal de prendre acte de la démission de Florence Pereira de sa fonction de conseillère municipale, déclarer et installer Christian Limonta, suivant de la liste unie pour salle, dans sa fonction de conseiller municipal, dire qu'une modification du tableau des conseillers municipaux sera effectuée et joint à la présente délibération. Je vous propose, avant de voter, de laisser la parole à Christian, s'il veut dire un mot. Oui, je prends acte. Bonsoir à tout le monde. Alors, je me présente, Christian Limonta, retraité, 65 ans, marié, un enfant. Voilà, je vis à Salles depuis 53 ans et je suis très heureux de rejoindre l'équipe actuelle. Merci. Parfait. Juste un détail sur les communications diverses que j'ai oublié, mais il viendra se présenter au prochain conseil municipal. Vous savez que la communauté de communes va changer de DGS. Mme Durif partant à la retraite
un peu trop jeune à mon goût, mais voilà, c'est comme ça. Elle est remplacée par Rodolphe Maille, qui est un DGS qui nous arrive de Corrèze, et donc qui viendra se présenter au prochain conseil municipal. Voilà. Donc on continue dans les délibérations. Numéro 2023-55, désignation d'un membre du conseil municipal au sein du conseil d'administration du comité des fêtes, modification de la délibération numéro 2022-40, et la parole est à Jean-Pierre. Le conseil municipal, vu la délibération numéro 2022-40 du conseil municipal du 16 mai 2022, relative à la désignation des membres du conseil municipal siégeant au sein du conseil d'administration du comité des fêtes. Le vote des élus désignés a lieu par vote à bulletin secret, sauf si le conseil municipal décide de recourir au vote à main levée, conformément aux dispositions de l'article L. 2121-21 du CGCT. Considérant la décision de M. Éric Chauffoton de ne plus siéger au sein du conseil d'administration du comité des fêtes, il est proposé de désigner au vote à main levée M. Jean-Pierre Poumaïrou, en lieu et place de M. Éric Chauffoton au sein du comité des fêtes. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal de procéder au remplacement de M. Éric Chauffoton par un vote à main levée, désigné comme membre du conseil municipal siégeant au sein du conseil d'administration du comité des fêtes de la commune, M. Jean-Pierre Poumaïrou, en temps et lieu et place de M. Éric Chauffoton. De préciser que les membres du conseil municipal siégeant au sein du conseil d'administration du comité des fêtes de la commune sont donc Gracila Clicheroux, Alain Bourguignon, Jean-Pierre Poumaïrou. Parfait. Avez-vous des questions? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? 2 abstentions. Je vous remercie. Délibération 2023-56, modification du règlement intérieur du conseil municipal adopté par délibération numéro 2020-11-01, modifié par délibération numéro 2022-67 et délibération numéro 2023-02. La parole est à Frédéric. Pour rappel, l'adoption. Non, c'est bon. Pour rappel, l'adoption d'un règlement intérieur permet d'assurer le bon fonctionnement de l'Assemblée délibérante. Le contenu du règlement intérieur est librement fixé par le conseil municipal qui peut Le contenu du règlement intérieur est librement fixé par le conseil municipal qui peut se donner des règles propres de fonctionnement interne dans le respect des lois et règlements en vigueur. Il a notamment pour objet de fixer des règles relatives aux droits d'expression des groupes politiques. Il est nécessaire de tenir compte de la création d'un nouveau groupe politique issu d'une nouvelle scission d'un groupe électoral émanant d'une même liste présentée à l'élection municipale de 2020. À ce titre, et compte tenu des modalités actuelles du règlement intérieur relatif aux droits d'expression prévu par l'article L. 2121-27-1 du CGCT, l'expression des groupes n'appartenant pas à la majorité municipale serait réduite de manière trop drastique et empêcherait une expression réelle. Considérant la proposition faite par M. le maire lors du précédent conseil municipal, il est proposé la rédaction suivante. Article 33, expression politique. Article L.2121-27-1 CGCT. Dans les communes de 1000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur la réalisation et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. Les modalités d'application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal. Les conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité municipale disposent, dans chaque numéro du bulletin d'information municipale, d'une tribune d'expression libre. Dans le respect de la charte graphique établie par la commune, un espace de 1800 signes, espace compris, est réservé pour l'insertion d'un article sans photo ni image pour chaque liste déclarée en préfecture ou pour chaque groupe comportant un ou plusieurs conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité municipale et en ayant fait la demande officielle auprès de M. le maire. Les conseillers municipaux de la majorité, bien plus nombreux, disposeront d'un espace identique aux listes de la
minorité. Pour être publié, le texte devra être remis sous format Word ou format compatible, pour courrier au service communication de la commune au plus tard aux dates fixées dans le courrier ou le courriel informant la liste d'opposition du planning de parution du journal municipal. Les mêmes tribunes figureront sur le site internet de la commune à travers le bulletin municipal. En l'absence de texte, l'espace réservé sera imprimé dans un cadre vide. Aucune autre utilisation de cet espace ne pourra être envisagée. Les publications de la page Facebook de la commune de Salles respectent un principe de neutralité, notamment politique. Il est ainsi demandé aux élus du conseil municipal d'éviter de commenter les publications ou de modérer leurs propos de manière à préserver la neutralité des publications. Ce droit d'expression sur les affaires communales doit être exercé dans le respect des règles fixées par le Code électoral et par la loi du 29 juillet 1880, relative à la liberté de la presse. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'approuver les modifications apportées au règlement intérieur du conseil municipal annexé à la présente délibération. Avez-vous des questions? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération suivante, désignation du référent déontologue des élus de la commune de Salles. La parole est à Françoise. Vu la tenue de la commission Finances-Budget en date du 21 septembre 2023, la loi 2022-217 du 21 février 2022, dite loi 3DS, prévoit en son article 218 que tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile le concernant au respect des principes déontologiques consacrés dans la charte de l'élu local. La charte, l'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Au terme de l'article R. 1111-1A du CCCT, le référent déontologue ne doit ni exercer un mandat actuel ou passé depuis moins de 3 ans au sein de la collectivité, ni en être agent et ne doit pas se trouver en situation de conflit d'intérêts avec celle-ci. Le référent est nommé par décision du conseil municipal, précisant la durée de l'exercice de ses fonctions, les modalités de sa saisine et l'examen de celle-ci, ainsi que les conditions dans lesquelles les avis sont rendus. Les missions du référent sont exercées en toute indépendance et impartialité. Le référent déontologue est tenu au secret professionnel dans le respect des articles 226-13 et 226-14 du Code pénal et a une obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Monsieur Jean Boubougal, titulaire d'un diplôme d'études supérieures spécialisées, DESS, de droit pénal et de sciences de la criminologie, ancien attaché territorial,
formateur et médiateur du procureur de la République près du tribunal de grande instance de Basse-Terre, 97 100, est proposé à la fonction de référent déontologue des élus de la commune de Salles. Les élus communaux de Salles pourront directement adresser leur requête au référent par écrit, de préférence sur la boîte mail suivante: référent-déontologue@ville-de-Salles.com, par le biais du formulaire de saisine qui sera transmis à leur attention. Toute demande fera l'objet d'un accusé de réception numéroté par le référent déontologue qui mentionnera la date de réception et rappellera le cadre réglementaire de la réponse. Le référent étudiera les éléments transmis par l'élu, pourra demander des informations complémentaires par écrit ou à l'oral et pourra recevoir l'élu afin de préparer son conseil. Le référent communique l'avis à l'élu concerné par écrit ou à l'oral dans un délai raisonnable et proportionné à la complexité de la demande, qui ne pourra excéder 2 mois à compter de la réception de l'ensemble des éléments nécessaires au traitement de la requête reçue. Le référent déontologue doit exercer sa mission en toute indépendance et impartialité. À cet égard, il ne peut recevoir d'injonction extérieure. Les avis et conseils rendus par le référent ont une valeur purement consultative qui ne saurait engager la responsabilité de son auteur. La ville de Salles mettra à sa disposition les moyens nécessaires à l'exercice de ses missions: bureau, ordinateur portable, téléphone portable. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal de désigner M. Jean Bougougal en qualité de référent déontologue des élus de la commune de Salles pour la durée du mandat municipal en cours. Fixer les conditions de saisine du référent conformément à l'exposé ci-dessus des motifs. Fixer la rémunération de M. Jean Bougougal à hauteur de 80 € par dossier, brut sous la forme de vacation. Préciser qu'il bénéficiera d'un remboursement de ses frais de transport et d'hébergement dans les conditions applicables au personnel de la fonction publique territoriale. D'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération. Avez-vous des observations? Oui, Monsieur Poc. Mes chers collègues, à la question écrite que je vous posais lors du dernier conseil municipal du 3 juillet sur la désignation du référent déontologue, rendu obligatoire par la loi depuis le 1er juin écoulé, vous me répondiez alors que vous en aviez trouvé un qui avait accepté la charge et que nous délibérerions lors de ce présent conseil municipal. C'est désormais le cas. Pourtant, comme je réaffirme l'utilité de cette nouvelle fonction, qui va dans le sens d'une plus grande transparence de la vie politique, je m'interroge très sérieusement sur le bien fondé du nom proposé. En effet, il n'est nullement ici le besoin d'évoquer ou de contester le profil du postulant qui offre indiscutablement toutes les compétences requises. Mais il est malaisant d'observer que le référent déontologue choisi n'est autre que l'époux d'un cadre de la ville, juriste de son État. Vous admettrez que cela peut engendrer de la confusion, car finalement, en ce moment même, nous sommes en train de discuter d'un homme à qui nous allons confier une responsabilité externe à la mairie, alors que son ou ses avis dépendent aussi de la situation professionnelle et personnelle de son épouse employée par la ville. L'impartialité dont il est prétendument question pourrait être remise en cause, et ce fait est d'autant plus contestable que cette personne va juger de la déontologie d'un élu à sa demande, alors que nous sommes aux limites du conflit d'intérêts en raison de possibles liens de subordination. Il y a là un mélange des genres et une indéniable problématique éthique qui interroge et font tâche. C'est le premier reproche que je pourrais faire en l'état, même si, je le répète, la compétence de l'intéressé est, au vu de son curriculum vitae résumé à sa plus simple expression, irréfutable, soyons clairs là-dessus. Mais il semblerait que beaucoup trop d'élus tentent à confondre éthique et compétence, cette dernière n'étant en aucun cas un brevet de bonne conduite, et cela me chagrine de penser qu'aucun élu ici ne se sente gêné outre mesure de voter comme un seul homme une telle délibération qui pourrait paraître litigieuse sur un plan éthique et moral. En second lieu, je voudrais rappeler que la loi avait permis de désigner le référent déontologue au niveau de l'intercommunalité. Au regard du nombre certainement limité de saisines attendues, il aurait été, à mon sens, judicieux de choisir cette voie. J'aurai l'occasion de revenir un peu plus tard sur ce sujet. Ces 2 remarques étant faites, vous comprendrez que mon vote penchera davantage pour l'abstention, ce qui me désole, tant je suis un ardent défenseur de toute initiative qui ira systématiquement dans le sens d'une plus grande moralisation de la vie publique.
C'était l'objet avancé par ce nouveau dispositif, mais je reste perplexe face à votre choix qui permet d'en douter. Merci. Alors, je vais vous laisser. Pardon. Je vais vous laisser douter. Je suis pas vraiment surpris de votre intervention en réalité. Moi, j'y vois pas du tout de conflit d'intérêt parce que c'est pas parce que sa femme travaille à la commune, lui il est retraité. Je pense que ses compétences, et vous l'avez dit, parlent pour lui et je lui fais assez confiance pour garder toute sa place et rien que sa place par rapport à ça. Deux choses. D'abord, il ne juge pas, contrairement à ce que vous dites. Il rend un avis consultatif. Si vraiment ça doit être jugé, ce sera jugé dans un tribunal, mais ce ne sera pas jugé par le déontologue. Le déontologue est là juste pour donner une piste. Rappeler un peu la loi, ça n'empêche pas qu'on n'est pas obligé de prendre sa parole pour argent comptant. Parler d'éthique, compétence et de morale, permettez-moi quand même de sourire un peu quand j'entends ça de votre bouche et quand je sais ce qui s'est passé sous l'ancien mandat quand même. Donc voilà, non, mais faut quand même le rappeler. Faut quand même le rappeler quand on sait ce qui a été mis dans le rapport de la Chambre régionale des comptes, quand même, dont vous faisiez partie d'une équipe pour laquelle l'éthique et la morale ont été particulièrement égratignées. Si vous êtes concerné, vous étiez dans l'équipe, donc je suis désolé. Vous étiez concerné parce que vous étiez dans l'équipe, vous étiez un adjoint et vous avez supporté des choses que vous n'auriez pas dû supporter. Peu importe. Le Chambre régionale des comptes vous a quand même mis en cause votre équipe dans son ensemble. Si. Ça, c'est... Non, j'ai dit que vous ne portez pas. Vous êtes le dernier élu de cette mandature et vous en portez toute la responsabilité, que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas. Non, mais vous étiez, je suis désolé, les finances étaient sous votre responsabilité, donc vous en êtes un garant, c'est tout. Voilà, c'est tout. Non, mais c'est pas... Peu importe, vous pensez ce que vous voulez, je pense ce que je veux et je le dis aussi comme je le veux. Voilà. Comme vous le dites aujourd'hui, je dis exactement la même chose. Vous étiez responsable de la gestion antérieure et vous le serez toujours et pendant toute cette mandature. Voilà. C'est aussi simple que ça. Maintenant, pour ce type-là, au niveau de l'interco, ça n'a pas été abordé parce que pour l'instant, on ne sait pas encore s'il y a un référent déontologue qui sera fait et c'est le problème de l'intercommunalité. On verra peut-être qu'on le proposera d'ailleurs à Jean Bougougal, qui a, à mon avis, toutes les compétences. Voilà. Et moi, je ne remettrai pas ça en cause, pas plus que le conflit d'intérêts, que je trouve un petit peu, on va dire, je ne vais pas dire que c'est sournois, mais c'en est quand même pas loin. Donc moi, je ne vais pas préjuger de ce qui va être. Il a toujours été d'une grande qualité. A priori, il tient une association aussi d'aide aux personnes qui veulent aller en justice. Donc moi, je lui donne toute ma confiance et on verra ce qu'il en est. Mais je ne suis pas du tout inquiet comme vous pouvez l'être. Vous voulez vous abstenir, vous voulez voter contre, ça ne m'intéresse pas. Ce que je sais, c'est qu'on s'est engagé à prendre un déontologue qui avait des compétences. Celui-là, il les a et je suis très content de l'avoir trouvé. Y a-t-il d'autres interventions? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? 2, 3, 4, 5 abstentions. Alors, institution d'un médiateur communal et je laisse la parole à Sylvie. Vu la tenue de la commission finances-budget en date du 21 septembre 2023, considérant l'attente de plus de proximité et d'apaisement de la part de nos concitoyens, après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal de décider l'institution d'un médiateur communal et fixe le champ de ses compétences et les modalités d'exercice de ses missions selon le détail suivant. Article 1. Il est institué un médiateur de la commune de Salles dont la mission est de faciliter la résolution des litiges pouvant survenir entre un particulier et l'administration municipale. Article 2. Le médiateur ne peut être saisi d'un différend dès lors qu'il est porté devant une juridiction, un autre médiateur ou un conciliateur de justice ou qu'il a fait l'objet d'un jugement définitif. Conformément à la charte de la médiation incluse à la présente délibération, je veux bien vous la lire, mais bon, voilà, merci. Sont également exclus des procédures de médiation les litiges de nature contractuelle, les délégations de services publics, les marchés publics, les questions liées à l'urbanisme, les demandes qui ont déjà été traitées par des commissions ad hoc, attribution de places en crèche, exonération partielle ou totale du paiement des prestations rendues, demande de logement, etc. Les formalités administratives et toutes les compétences exercées au nom de l'État par le maire, les subventions aux associations, les conflits d'ordre hiérarchique ou disciplinaire entre l'administration et ses agents. Article 3. La saisine du médiateur est gratuite.
Article 4. Le médiateur, qui ne peut être ni un élu ni un agent de la collectivité, est nommé par le maire pour la durée de la mandature. Article 5. La saisine du médiateur territorial interrompt les délais de recours contentieux et suspend les prescriptions dans les conditions prévues à l'article L213-6 du CJA. Article 6. Le médiateur, soumis à l'obligation de confidentialité, accomplit sa mission avec indépendance, impartialité, compétence et diligence. Il bénéficie de l'adhésion de la commune à l'association des médiateurs des collectivités territoriales. Article 7. Le médiateur définit librement les modalités de déroulement des médiations qu'il conduit. En tant que de besoin, le médiateur convient avec les parties de rendez-vous présentiels, téléphoniques ou par visioconférence. Article 8. La commune met à disposition du médiateur un local, éventuellement partagé, relié à Internet, ainsi que les moyens de duplication nécessaires à l'exercice de sa mission. Il dispose également d'une adresse Internet, médiateur@ville-2-salle.com. Article 9. Le médiateur ne bénéficie pas d'indemnité de fonction, mais peut bénéficier de formation et remboursement sur justificatif des frais liés à l'exercice de la mission. Article 10. Chaque année, le médiateur transmet au maire, qui le présentera au conseil municipal, un rapport d'activité rédigé dans le respect du principe de confidentialité de la médiation. Ce rapport peut contenir des propositions visant à améliorer le fonctionnement des services de la commune. Donc, on demande d'adopter la charte de la médiation, désigner M. Jean Gougougal en qualité de médiateur de la commune de Salles jusqu'au terme du mandat municipal en cours ou au plus tard 6 mois après le renouvellement du conseil municipal afin d'assurer la continuité des affaires traitées et d'autoriser M. le maire à signer tout document en relation avec cette délibération. Avez-vous des questions? Oui. Nos concitoyens, hélas, ne savent plus vivre ensemble et un rien est parfois un prétexte à un litige. Et pour prémunir tout dérapage, les recours préalables à un médiateur peut permettre de trouver des solutions dans l'intérêt des deux parties. De ce point de vue, le médiateur communal, qui peut être créé par le vote d'une délibération en vertu de l'article 21 de la loi démocratie de proximité, peut renforcer le dialogue entre la mairie et les administrés. Surprise, le médiateur communal est aussi la même personnalité qui était proposée à la désignation du référent déontologue pour les élus. Ben voyons. Le cumul des mandats fait long feu, vive à présent le cumul des fonctions. Je vois que vous restez toujours dans les extrêmes, je vous remercie. Moi, en tous les cas, je ne peux que me réjouir, je ne répondrai pas là-dessus parce que je trouve ça tellement bas que c'en est à pleurer. On ne fait que se réjouir, moi je ne peux que me réjouir de ces deux délibérations qui fixent la création d'un médiateur et d'un déontologue et d'un référent déontologue. Et je crois que même si on l'a rappelé ici, il n'y a pas beaucoup de communes, et même si c'est obligatoire depuis peu de temps, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de communes qui ont délibéré sur le sujet, au moins sur le Pays Barval. Donc je me considère comme plutôt chanceux d'avoir pu trouver quelqu'un avec ses qualités pour exercer une fonction qui n'est pas si facile que ça et qui n'est pas à la portée de tout le monde, parce qu'on sait très bien que ce n'est pas parce qu'on est cadre de la fonction publique territoriale qu'on a des compétences. Voilà, sur ce, est-ce que vous avez d'autres observations ? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? 3 abstentions. Je vous remercie. Passage à la M57. Adoption du règlement budgétaire et financier. Je passe la parole à Anne-Marie. Vu la délibération numéro 2023-39 en date du 3 juillet 2023 relative à l'adoption budgétaire et comptable M57, vu l'avis du service de gestion comptable, vu la tenue de la commission Finances-Budget en date du 21 septembre 2023, considérant que dans le cadre de la mise en place à compter du 1er janvier 2024 de l'instruction budgétaire et comptable M57, il convient pour la commune de se doter d'un règlement budgétaire et financier. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'adopter le règlement budgétaire et financier annexé à la présente délibération. Avez-vous des questions?
Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération suivante, délégation d'attribution au conseil municipal au maire au titre de l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales, abrogation des délibérations du conseil municipal numéro 2020-7-3-03 du 16 juillet 2020, numéro 2020-9-3 du 14 septembre 2020 et 2022-66 du 19 septembre 2022. Et je passe la parole pour cette courte délibération à Nadège. Allez, c'est parti. Dans le but de faciliter le fonctionnement des institutions communales, l'article 2122-22 du CGCT permet au conseil municipal de donner délégation de compétences au maire dans un certain nombre de matières limitativement énumérées. La loi, dite loi 3DS, ouvre de nouvelles possibilités de délégation et l'article L2122-22, le 30e du CGCT, permet au maire de recevoir délégation du conseil municipal pour admettre en non-valeur les titres de recettes ou certaines catégories d'entre eux présentés par le comptable public. Chacun de ces titres correspond à une créance irrécouvrable d'un montant inférieur à un seuil fixé à 100 € par décret 2023-523 du 29 juin 2023. Alors, la délibération de ce soir aurait pu s'arrêter là, mais en fait, le fait de modifier et de prendre cette nouvelle délégation, de donner cette nouvelle délégation au maire, nous a permis de tout reclasser les différentes délibérations qui avaient été prises précédemment. Et donc, je vais maintenant vous faire la lecture de toutes les délégations qui sont données au maire. Donc, après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal de confier au maire, et pour la durée de son mandat, les délégations de compétences suivantes. 1. D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales. 2. De fixer dans les limites déterminées par le conseil municipal les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et d'une manière générale des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées. 4. De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres, ainsi que toute décision concernant leur avenant lorsque les crédits sont inscrits au budget et jusqu'à la limite de 200 000 € hors taxes. 5. De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 12 ans. 6. De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistres y afférents. 7. De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux. 8. De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières. 9. D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges. 10. De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 €. 11. De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts. 12. De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux, domaine, le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes. 13. De décider la création de classes dans les établissements d'enseignement. 14. De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme. 15. D'exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le Code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues aux articles L211-2 à L211-2-3 ou au premier alinéa de l'article L213-3 de ce même code, et ce, dans tous les cas. 16. D'intenter, au nom de la commune, les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, devant toutes les juridictions administratives, judiciaires ou autres, répressives ou non répressives, en première instance, appel ou cassation, par procédure d'urgence ou au fond, par voie d'action ou d'exception, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 €. 17. De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite de 30 000 €.
18. De donner en application de l'article L324-1 du Code de l'urbanisme l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local. 19. De signer la convention prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L311-4 du Code de l'urbanisme, précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concertée, et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L332-11-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi numéro 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificatives pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation par voirie et réseau. 20. De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 300 000 euros. 21. D'exercer ou de déléguer, en application de l'article L214-1-1 du Code de l'urbanisme au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de préemption défini par l'article L214-1 du même code. 22. D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L240-1 à L240-3 du Code de l'urbanisme ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles dans les conditions fixées par le conseil municipal. 23. De prendre les décisions mentionnées aux articles L523-4 et L523-5 du Code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune. 24. D'autoriser au nom de la commune le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre. 26. De demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil municipal, l'attribution de subventions. 27. De procéder au dépôt de toutes les demandes d'autorisation d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux. 30. D'admettre en non-valeur les titres recettes présentés par le comptable public, chacun de ces titres correspondant à une créance irrécouvrable d'un montant d'une valeur maximale de 100 euros. De dire que les délibérations pourront être signées par Nadège Dosba, première adjointe au maire, ou par un conseiller municipal agissant par délégation du maire, dans les conditions fixées à l'article L2122-18 du CGCT. Prendre acte que, conformément à l'article L2122-22 susvisé, les présentes délégations sont consenties pour la durée du mandat du maire et que le conseil municipal pourra y mettre fin à tout moment. Dire que les décisions prises en rapport avec la présente délégation feront l'objet d'une publication sur le site internet de la commune, d'une communication à chaque séance du conseil municipal et seront annexées à la convocation. Et d'abroger les délibérations numéro 2020-7-3-03, 2020-9-03 et 2022-66. Avez-vous des questions? Oui, Graziella. En fait, je ne comprends pas certains points dans le document parce que ça passe de... Oui, alors parce qu'en fait, des délégations que l'on peut donner au maire, il y en a de 1 à 30. Et nous, il y en a certaines qu'on a souhaité ne pas donner au maire, notamment la numéro 3 qui concerne les emprunts. C'est-à-dire qu'on aurait pu donner une délégation au maire en disant que pour tout emprunt fait par la collectivité, par exemple en dessous de 600 millions d'euros, on pouvait lui donner la délégation. Sauf qu'on a décidé, que même si on décidait d'emprunter au titre de la collectivité 30 000 euros, on était obligé de passer par une décision du conseil municipal. Ça, c'est la 3. Alors, tu veux les autres aussi? Après, ça passe de 27 à 30. Alors, je vais essayer de te passe trouver... de 24 à 26 aussi, il y a la 25, la 28 voilà, et la 29. La 25, donc la ça, 28 il faudra regarder dans l'article, parce que là, je n'ai pas l'article complet, mais celles qui ne sont pas citées dans la délibération, ce sont des délégations que l'on n'a pas données au maire et pour lesquelles il faudra systématiquement passer par une délibération en conseil municipal. Ok, merci. Je t'en prie. Y a-t-il d'autres observations? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération suivante. Fixation des honoraires d'avocat dans le cadre de la mise en place des permanences de légalité
et du droit de salle. La parole est à Éric. Considérant la volonté de la commune de Salles de mettre en place un outil de proximité destiné notamment à développer les modes alternatifs de règlement des conflits, informer, conseiller, orienter et accompagner les administrés de Salles dans les domaines variés du droit et de l'accès au droit, les permanences de l'égalité du droit de Salles. Il est nécessaire pour la commune de se prévaloir dans le cadre de la mise en œuvre de ces permanences de la qualité d'un avocat afin de pouvoir renseigner la population sur l'accès à leurs droits et obligations. Considérons le courrier en date du 9 septembre 2023 adressé au président de la commission départementale d'accès aux droits, CDAD, de Gironde, pour la mise à disposition gracieuse d'un avocat en charge de l'accès aux droits au sein des permanences de l'égalité et du droit de Salles. Vu le courriel de consultation du 7 septembre 2023, adressé à différents avocats pour la réalisation de permanences gratuites d'accès aux droits au sein des permanences de l'égalité et du droit de Salles. Vu la tenue de la commission finances-budget en date du 21 septembre 2023, après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal de désigner maître Christophe Parier, inscrit au barreau de Bergerac, pour assurer les permanences d'accès au droit une fois par mois au sein des permanences de l'égalité et du droit de Salles. Fixer le montant de ces honoraires à 150 € hors taxe la journée. Dire qu'en sus de cette rémunération, le bénéficiaire sera indemnisé de ses frais de déplacement sur la base des indemnités kilométriques déterminées par l'arrêté du 3 juillet 2006, fixant les taux des indemnités kilométriques prévus à l'article 10 du décret numéro 2006-781 du 3 juillet 2006. Approuver la convention de prestation de services figurant en annexe de la présente délibération, prévoyant en son article 6 la faculté pour la commune de pouvoir la résilier de manière anticipée à tout moment, pour motif d'intérêt général, pouvant notamment être constitué par l'accord de la CDAD sur la mise à disposition gracieuse d'un avocat. Autoriser le maire, monsieur le maire, à signer toutes les pièces nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Avez-vous des questions? Oui. Mettre en place une permanence de consultation d'un avocat au service de notre population à titre gratuit est une excellente chose qui répond assurément à un besoin à la fois réel et de proximité. Et voyez-vous, je suis une fois encore, en la circonstance, foncièrement gêné. Tout d'abord, quand je constate le choix effectué par la commune de faire appel à un avocat du barreau de Bergerac, bien plus éloigné que le barreau de Bordeaux, qui est de notre ressort départemental, ce qui va engendrer le remboursement de frais de déplacement assez conséquents. Cela n'a aucun sens. Vous aurez beau trouver toutes les excuses du monde, vous ne me convaincrez pas. D'autant qu'à y regarder de plus près, j'y vois là une anomalie qui trouve son explication dans le fait que l'avocat en question n'est pas n'importe qui, mais en réalité l'avocat de la ville que vous avez mandaté pour les procédures d'appel au tribunal administratif. En parallèle, je ne peux que garder à l'esprit un précédent qui est aussi en cours d'instruction. Je veux parler d'un autre avocat que vous avez missionné initialement, qui fait en effet l'objet actuellement d'une procédure d'enquête de la part de l'Ordre des avocats. Et vous savez très bien à qui je fais allusion. Maître Cascara. Et l'affaire en question vise précisément une question ayant trait à la déontologie professionnelle. Vous semblez adepte de ce que l'on pourrait qualifier grossièrement, je le mets entre petits guillemets, des petits arrangements entre amis, comme j'ai pu le dénoncer encore récemment. C'est très dommageable dans la mesure où, là encore, vous dépréciez en ce faisant le bien fondé d'une action a priori favorable. Et que l'on ne m'accuse surtout pas de créer délibérément de la polémique, car si elle émerge, c'est tout bonnement que vous tendez le bâton pour vous faire battre. Vous auriez mis en exergue, en effet, un avocat lambda, sans aucun lien de causalité avec la municipalité, la délibération passait comme une lettre à la poste, sans que je n'eusse besoin d'intervenir. Idem pour la nomination du référent déontologue s'il n'avait aucun lien familial avec un agent communal. Le diable se niche dans le détail et je tâche, autant que faire se peut, de rester vigilant.
Et encore, je ne vois pas tout. Certainement qu'une infime part de la partie émergée de l'iceberg, alors que peut-il en être de la partie immergée? Je ne veux même pas y penser. Par ailleurs, je vous avais déclaré il y a quelques instants que je reviendrai sur l'intercommunalité. En effet, vous êtes bien, me semble-t-il, le président de notre intercommunalité. Et j'ai du mal à comprendre pourquoi nous n'utilisons qu'un levier d'efficience à ce niveau, celui de l'investissement. L'intercommunalité ne serait-elle avantageuse que pour faire des écoles, du développement économique et de la gestion des déchets? Pourquoi donc délaisser le levier de la mise à disposition de personnel, sans compter bien évidemment ce qui ressort de nos champs de compétences, comme l'instruction des permis de construire en matière d'urbanisme ou du tourisme? J'ouvre à ce stade une petite parenthèse, mais à l'époque du recrutement pour la première fois d'une juriste dans le mandat précédent, alors que vous étiez dans la minorité, vous aviez fait part de votre opposition, arguant du fait que le recours à un ou une juriste devait être effectué au niveau intercommunal. Ou bien, pourquoi pas, comme c'est le cas ici, ou le cas abordé en début de conseil, la mutualisation d'un service. Et l'exemple le plus parlant, vous ne l'ignorez certainement pas, c'est le PAD, le point d'accès au droit, situé à la Teste de Buch, qui est une émanation de la COBAS et qui est la copie originale du point de l'égalité du droit qui se déploie à Salles. À la différence près, très notable, que ce sont les habitants des 4 communes, Arcachon, La Teste, Gujan et Le Teche, qui peuvent se rendre au PAD dans le cadre d'une consultation. Ce modèle est de loin le plus juste, car nous raisonnons à l'échelle du territoire et non d'une seule commune. Je peux difficilement admettre que le Barpais, le Bellinétois, le Saint-Magnais ou le Lugosien ne pourraient pas bénéficier de ce service sous prétexte que notre ville a décidé de faire cavalier seul. Vous dites égalité, je n'aurais pas la même prétention que vous en visant nos voisins qui auraient mérité d'être associés à cette initiative qui sert pourtant l'intérêt général. Aussi, au regard des éléments sus-évoqués et de manière à marquer ma désapprobation, je voterai contre cette délibération. J'en attendais pas moins. Juste un truc, petits arrangements entre amis. J'aime beaucoup vos expressions, parce que petits arrangements entre amis, vous êtes un expert sur le sujet. Vous savez de quoi vous parlez. Maintenant, je vais commencer par répondre à la fin. Si, mais vous le prenez comme vous voulez. C'est un cas et tout le monde le sait ici, Monsieur Poc. Je suis désolé. Ouais. Oui, mais vous me l'avez assez reproché. J'étais toujours responsable. Vous allez me laisser parler, Monsieur Poc. Vous allez me laisser parler, Monsieur Poc. Monsieur Poc, aujourd'hui, vous m'avez reproché pendant toute une mandature d'être le défenseur de Vincent Nuchy, de tout ce que j'avais fait avant. J'étais premier adjoint, j'étais pas maire à l'époque. Aujourd'hui, je vous dis la même chose. Et j'étais responsable pendant la mandature de Monsieur Nuchy. Vous étiez responsable pendant la mandature de Monsieur Dervillers. Vous ne pouvez pas vous en défausser comme vous le faites aujourd'hui, parce que c'est juste un détournement de procédure. Maintenant, sur ça, au niveau de la CDC, j'entends ce que vous dites, et vous avez raison. Je pense que le juriste, ça aurait été préférable de le prendre au niveau de la CDC. Je pense aussi que tout ce qu'on pourrait faire au niveau de la CDC, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire. Alors, je sais que vous n'avez jamais été conseiller communautaire, ça vous a certainement manqué dans votre parcours, parce que vous devriez savoir que pour faire une mutualisation, il faut que les 5 communes soient d'accord. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, pour mutualiser, les 5 communes ne sont pas d'accord pour mutualiser de nouvelles choses. Il y a des choses qui sont en travail, en l'occurrence l'informatique, parce que ça a été accepté, tout le reste n'a pas été accepté par les autres communes. Donc voilà, j'ai beau être président de la CDC, je ne fais pas ce que je veux dans la CDC, et il faut l'accord des 5 communes. Donc vous pouvez parler ce que vous voulez, mais en tous les cas, vous parlez d'une chose que vous ne connaissez pas. Ça, c'est le premier point. Maintenant, pourquoi Maître Parier et pourquoi Bergerac? Alors vous nous dites justement qu'il y a des problèmes de conflit d'intérêts. Le fait qu'il soit Bergerac, déjà, il n'y a plus de conflit d'intérêts parce qu'il ne pourra pas exercer sur le territoire de la Gironde en défendant des Salois. Pour une simple et bonne raison, s'il n'exerce pas à Bordeaux, c'est parce qu'il a été magistrat à Bordeaux et qu'il n'a pas le droit d'exercer à Bordeaux. Par contre, il habite à Bordeaux et on ne lui paiera ses frais de déplacement, et c'est prévu dans la convention, que de Bordeaux, son domicile, jusqu'à Salles. Pas de Bergerac à Salles. Ça évite justement tout conflit d'intérêts de faire qu'un avocat ne pourra pas défendre quelqu'un qu'il aura reçu dans une permanence. Donc je ne vois pas où est le litige. Aujourd'hui, il a toutes les compétences, il ne pourra pas défendre de toute façon les gens qui sont reçus en permanence. On vous a mis dedans que la Maison de l'égalité et du droit, on les a aujourd'hui rencontrés, on leur a écrit pour savoir s'ils pouvaient nous mettre un avocat gratuit à disposition. Ça ne se fait pas comme ça et ça se fera dans le temps. En attendant, on met quelque chose en place, en attendant peut-être d'avoir la Maison de l'égalité du droit à Salles. Et si ça doit se faire sur le Val-de-Lair, ça voudrait dire que les 5 communes délibèrent de la même façon, ce qui n'est pas gagné d'avance. Voilà, pour le reste, ça fait longtemps que je n'essaie plus de vous convaincre. Voilà, y a-t-il d'autres observations? Oui. Ah, il y a Graziella d'abord. Ouais. Comment ça marche? C'est bon?
Moi, Non, Graziella d'abord. Pardon ? Graziella d'abord, elle avait demandé la parole avant. Vas-y. Ah. Graziella, vas-y. Ben, c'est là. Claude. Bon. Hein ? Moi, je suis à la communauté de communes aussi. On a fait dernièrement une commission avec le centre social qui va être mis en place. Et il y a un volet, justement, droit. Et je pense que cet avocat, il pourrait rentrer dans le centre social, d'autant plus qu'il aura le local là, qui est à Silva 21 qui va être réhabilité. Non, vous dites non. Parce que la maison de la justice et du droit, en réalité, c'est une procédure qui est très réglementée. En réalité, celle qu'on va mettre en place, c'est le même principe que la maison de la justice et du droit. Le centre social n'aura pas ça dans ses compétences. Il y a des actions d'animation sociale. Il peut y avoir différentes actions comme ça. Peut-être qu'à terme, il y aura des actions du type territorial. Ça n'empêchera pas des prises de compétences. D'abord, aujourd'hui, il faut se rappeler que le centre social n'existe pas, je le rappelle. Mais bientôt. On est en préfiguration, non, non, il n'existera pas non plus demain. Il est en préfiguration. Demain, en conseil de communauté, non, mercredi on délibérera sur la prise de compétences, puisque, je rappelle quand même, un centre social a existé. Il a été détruit par l'ancienne municipalité, les anciens élus de la CDC, parce que je veux quand même le rappeler. Il y a quand même eu un centre social qui a existé, qui a été quand même cassé par une équipe municipale alors qu'il était en pleine croissance et qu'il avait ces choses. Aujourd'hui, on va le recréer, on reprend la compétence qui avait été enlevée par les anciens élus. Donc voilà, donc maintenant il va prendre ses marques, mais on va le faire monter doucement en charge plutôt que comme avant où il était monté peut-être un peu trop vite, ce qui a expliqué sa chute. Voilà, donc on va y aller tranquillement, mais ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, il n'est pas prévu de déléguer la maison de l'égalité et du droit au centre social, parce que je pense qu'ils ont d'autres choses à faire avant de commencer par ça. Peut-être que ça viendra dans le temps, ce n'est pas forcément une mauvaise idée, mais par contre, ça se fera dans la durée, ça ne se fera pas demain, quoi. Mais si on arrive à avoir la maison de la justice et du droit, elle s'ouvrira un peu plus qu'à Salles et plus au droit de l'air. Là, on limite à Salles, d'abord parce que l'avocat, on le paye pour l'instant, tant qu'on n'en a pas un gratuit qui a été désigné, et qu'ensuite, on n'aura pas de... Comment on appelle ça ? On ne va pas ouvrir à toute la population alors qu'on paye, parce que si on ouvre à tout le territoire aujourd'hui, bah, on financerait pour d'autres communes qui ne veulent pas, eux, y participer à ce jour, quoi. En fait, pour préciser un petit peu, dans le cadre du centre social, il pourra y avoir un animateur social qui sera en charge d'aider les personnes qui viendront au centre social pour savoir à qui ils doivent poser leurs questions. Ce sera plus pour les orienter sur leur parcours pour démêler leurs problèmes juridiques ou autres. Ça pourrait être le renvoyer vers le médiateur, le conciliateur. Voilà, parce que la question n'a pas été posée tout à l'heure, mais entre un médiateur et un conciliateur, la différence n'est pas toujours très bien comprise. Donc là, effectivement, quelqu'un pourra venir dire moi, je ne sais pas à qui est-ce qu'il faut que je m'adresse pour résoudre mon problème. Et là, l'animateur social, il pourra dire ça sera plutôt le médiateur, plutôt le conciliateur, ou plutôt aller à Salles voir l'avocat qui fait des permanences. Voilà, ce sera plus un rôle d'orientation dans le parcours à suivre pour la résolution des problèmes. Je voudrais juste revenir sur une intervention de M. Poc sur l'avocat de la commune qui est en enquête judiciaire aujourd'hui. Alors même si je n'ai pas toutes les informations, déjà je trouve ça un peu douteux d'avoir fait état de ça ici, mais bon, dont acte. L'avocat en question était l'avocat de la commune avant notre élection. Il est resté l'avocat de la commune après l'élection. Il est attaqué par rapport au conflit qu'on a avec l'ancien DGS sur le fait d'une neutralité par rapport au fait qu'il était l'avocat de la commune avant. Je ne suis pas sûr que ça craigne grand-chose. On a préféré, pour le protéger à lui, prendre un nouvel avocat. Autrement, Maître Cascara était parfaitement désigné pour assurer la défense de la commune, puisque c'était avant tout l'avocat de la commune et pas l'avocat du DGS, comme j'ai pu le rappeler aux gendarmes il n'y a pas longtemps. Voilà, parce qu'il faut quand même appeler un chat. Ce n'était pas l'avocat même si c'était nous qui le payions grâce à la générosité de mon prédécesseur. Ce qui n'empêche qu'aujourd'hui, Maître Cascara se protège d'un côté, donc a demandé à ce qu'on lui retire les affaires pour se protéger par le barreau, même si je pense que juridiquement, il n'y avait pas forcément, je ne l'aurais pas forcément accepté comme ça. C'est lui qui a insisté pour le faire. Donc voilà, je trouve ça un petit peu... Voilà. Dommageable qu'on ait pu parler de ça ici, mais on n'empêchera rien. Voilà. C'est bon ? Oui. Bon, moi, comme je n'ai pas été
élu avant. Vous ne pouvez pas me reprocher de faire une réflexion. J'espère que cet avocat ne sera pas juge et parti. Justement, je vous ai dit qu'il ne pouvait pas l'être. Non, mais je souhaite simplement qu'il ne soit pas juge et parti. Voilà. Effectivement... bon. Il ne peut pas représenter les gens qu'il a reçus en permanence. Voilà. Très bien. Ni lui, ni son cabinet. OK. Est-ce qu'il y a d'autres observations? Juste pour dire, on parle de représentation, mais il n'y a pas de représentation, puisqu'il va juste jouer un rôle de conseil. Micro, parce qu'autrement, c'est pas enregistré. Il va jouer juste un rôle de conseil. Oui. Donc après, les gens, s'ils ont envie de prendre un avocat... Non, c'est marqué dans la Convention, il n'a pas le droit de représenter les gens qu'il reçoit en permanence. C'est ce que je vous dis. C'est un rôle de conseil, d'avis, c'est ça que je veux dire. C'est consultatif. Exactement. Voilà, c'est pour ça que c'est pas la peine... Ok. Je mets aux voix, y a-t-il des oppositions? 2 oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Avenant, alors, délibération 2023-62, avenant numéro 2, 3 et 4 à la Convention de mutualisation du service d'instruction des actes d'urbanisme. Et la parole est à Franz. Considérant la convention en date du 31 mars 2015 conclue entre la communauté de communes du Val-de-Lair et la commune de Salles relative à l'instruction des actes d'urbanisme. Le nombre d'actes instruits annuellement a doublé entre 2015 et 2020. Et il s'avère nécessaire de renforcer le service en le faisant passer de 2,5 équivalents temps plein à 3 équivalents temps plein. La participation au financement du service d'instruction des actes d'urbanisme de la CDC par les communes membres est déterminée en fonction de la population INSEE double compte. La première révision de la répartition de la participation s'effectuera au 1er janvier suivant le renouvellement des instances communautaires, soit le 1er janvier 2027, et pour la durée du mandat. Dans le cadre de l'élaboration du schéma directeur intercommunal de la gestion des eaux pluviales et de la prévention des risques d'inondation par la CDC du Val-de-Lair, il est nécessaire d'accroître les moyens de la CDC pour assurer la mission d'instruction et de contrôle de la bonne exécution des mesures compensatoires de gestion des eaux pluviales par le recrutement d'un agent à temps complet. Cette nouvelle mission sera à la charge des communes à raison de 40% de son temps et de 60% restants sont consacrés au SPANC. Après avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire ou son délégataire à signer les avenants 2, 3 et 4 à la convention de la mutualisation du service d'instruction des actes d'urbanisme. Avez-vous des questions? Non, je mets aux voix, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 2023-63, j'en serai le rapporteur. Dénomination des locaux de la police municipale. Il appartient au conseil municipal de procéder à la dénomination des bâtiments publics. Je rappelle au conseil municipal qu'il est traditionnellement admis que les témoignages officiels de reconnaissance doivent être réservés aux personnalités qui se sont illustrées par des services exceptionnels rendus à la nation ou à l'humanité ou par leur contribution éminente au développement des sciences, des arts ou des lettres. Il est d'usage par ailleurs que les choix arrêtés en matière d'hommage public ne concernent en principe que des personnalités décédées depuis au moins 5 ans. Clarissa Jean-Philippe est morte assassinée à l'âge de 26 ans par un terroriste en exerçant son métier de policière municipale au service de la nation. Par celui-là même qui, quelques heures après, tua plusieurs personnes dans l'hypermarché Cachère. Dénommer le poste de la police municipale du nom d'une policière municipale tuée dans l'exercice de ses fonctions est la démonstration forte de l'hommage fait à l'engagement de l'ensemble des forces de l'ordre, notamment des policiers municipaux. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal de dénommer le poste de police de la commune de Salles poste de police municipale Clarissa Jean-Philippe et d'apporter sous la plaque la mention « Assassiné à l'âge de 26 ans par un terroriste dans l'exercice de ses fonctions ». Y a-t-il des questions? Oui. Nous avons à nous proposer sur la dénomination des nouveaux locaux de la police municipale sur la base de la proposition de Clarissa Jean-Philippe, policière municipale assassinée en janvier 2015 à l'âge de 26 ans par un terroriste islamiste dans l'exercice de ses fonctions. C'est peut-être rare pour le signaler, mais l'honnêteté m'oblige. Permettez-moi de féliciter en l'espèce ici l'équipe municipale pour ce geste fort à propos que je veux saluer très sincèrement. Et doublement même,
pour avoir le courage d'indiquer sur la plaque « Assassiné par un terroriste islamiste ». Car c'est bien cette menace qui pèse aujourd'hui gravement sur notre nation, et il n'est pas question d'être dans le déni, comme une partie de notre classe politique ou médiatique qui refuse d'accoler au mot terrorisme le qualificatif islamiste, pour ne pas faire, disent-ils en chœur, d'amalgame et de stigmatisation. Rendre hommage ainsi à cette policière est un acte républicain fort, pour ne pas oublier la barbarie, la haine et la lâcheté de ceux qui tuent pour des raisons idéologiques et religieuses. Et puis, plus largement, cette action mémorielle vient réveiller en nous aussi un fait d'actualité, que nous devons protéger plus que jamais nos policiers, qui doivent faire face aussi, de la part d'élus de la gauche radicale, d'attaques inacceptables. Le police bashing émanant d'élus de la République mal élevés, irresponsables et hors sol ne cesse de discréditer l'institution et met en danger nos agents. Oui, le terrorisme tue, non, les policiers ne tuent pas. Très près de nous, la manifestation contre les violences policières qui a eu lieu à Paris il y a 8 jours et qui s'est achevée par un caillassage et une attaque à la barre de fer d'un véhicule de police démontre le climat de haine anti-flic qu'entretiennent odieusement des élus d'extrême gauche et autres écologistes radicaux sous l'étiquette NUPES, qui renvoient dos à dos les deux gauches inconciliables, dites républicaines et radicales. Cette approche doit être condamnée avec la plus grande force, et j'irai même plus loin de poursuivi pour incitation à la haine. Ce discours de haine à l'égard des fonctionnaires de police est indigent et insupportable, et de ce point de vue, la dénomination de notre nouveau poste de police en hommage à une policière qui a injustement perdu la vie nous fait prendre de la hauteur et vient nous rappeler combien nos forces de l'ordre méritent plus que jamais toute notre protection et notre gratitude. Alors 2 fois oui pour cette appellation. Alors je vais vous décevoir au moins sur un point, puisque vous avez vu que dans mon livre, je n'ai pas marqué et d'apporter sous la plaque la mention « assassiné dans l'exercice de ses fonctions à l'âge de 26 ans par un terroriste ». Et je me refuse à mettre islamiste pour une raison simple, c'est que je pense que chacun a ses extrêmes à gérer, c'est pas aussi simple que ça. Que ce soit les catholiques, les israélites, les agnostiques, tout ce que vous voulez, chacun a son lot de terroristes et de gens qui passent à côté pour ne pas mélanger une religion qui est l'islam, qui est aussi une religion de tolérance comme peut l'être le catholicisme, mais qui aujourd'hui se laisse déborder par des fous furieux. Et les fous furieux, on les a dans toutes les causes. Donc c'est un terroriste qui était musulman, certes, mais ça reste uniquement un terroriste. Sa religion n'a rien à voir là-dedans, enfin, ne devrait rien avoir à voir là-dedans. Mais en tous les cas, voilà, chacun a ses extrémistes et je me refuse à mêler l'islam à ce type de choses. Donc on mettra bien par un terroriste, mais pour le reste, je vous remercie parce que je pense que clairement aujourd'hui, ce n'est pas que l'extrême gauche qui attise les choses, l'extrême droite le fait très bien aussi. Alors même si ce n'est pas sur le même volet, on attise d'un côté et puis ça répond de l'autre. Je trouve ça un peu stupide. La police fait son boulot, elle le fait du mieux qu'elle peut, avec les moyens qu'elle peut. On a eu une bonne nouvelle aujourd'hui, une très bonne nouvelle même aujourd'hui, puisque vous savez qu'il y avait 200 brigades de gendarmerie qui devaient être implantées sur le territoire. Nous, on devait en avoir une sur le Barval. Finalement, on en aura 2. Une au Barp en brigade fixe et une de 10 gendarmes et une de 6 gendarmes en brigade mobile à Mios en format mobile. Donc on a eu une double bonne nouvelle puisque Mios et le Barp étaient candidats et les deux vont avoir une brigade de gendarmerie. Donc voilà, je pense que les forces de l'ordre ont besoin du soutien de toute la population parce qu'ils ne font pas un boulot facile, que ce soit les policiers municipaux qui sont la 3e force de sécurité de l'État finalement, la gendarmerie ou la police municipale, ils ont tous besoin de notre soutien, mais le soutien il commence par le respect des règles. Voilà. Et qu'aujourd'hui, le respect des règles est un peu compliqué. J'ai eu l'occasion dans un café du maire samedi de rappeler un petit peu que les policiers municipaux faisaient un boulot partout, mais que les premiers à se plaindre étaient les premiers à les signaler sur Waze. Donc il ne faut pas demander d'un côté à ce qu'on roule moins vite et de l'autre côté signaler les gendarmes quand ils sont sur la route, ce qui fait que leur efficacité est d'environ entre 3 et 5 minutes. Donc à un moment, il faut mettre ses convictions en face des actes et pas marcher à l'envers. Voilà. Donc en tous les cas, merci pour cette déclaration. Oui. Du coup, question pratico-pratique, on va voter de la délibération avec islamiste écrit. En moins. Non. D'accord, ça va être rectifié. C'est un projet de délibération, j'ai enlevé ça, un terroriste en exerçant son métier de policière municipale. Okay. Juste avant, parce que je l'ai lu en même temps. Il l'a lu avant. Je l'ai vu avant et rayé avant, mais c'est
C'est pas une question, c'est une question de principe. C'est juste ça. C'est pas autre chose. Une question de principe et de conviction. Mais vous n'en serez pas surpris. Oui. Si. C'est ce qu'on a mis. Oui, c'est ce qu'on a mis. On a modifié dans l'exercice de fonctions à l'âge de 26 ans par un terroriste. Avez-vous d'autres observations? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération 2023-64, dénomination d'une voie privée. Et je passe la parole à Séverine. Vu la tenue de la commission urbanisme et sécurité en date du 20 septembre 2023, il est nécessaire de procéder à la dénomination de la voie privée à créer suite à l'accord du PA 033 498 23 K 0002 avec accès de la route sur la route de l'Argilaire pour permettre aux riverains d'avoir une adresse clarifiée et sécurisée. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal de décider de la dénomination impasse Loupingaille pour la voie créée dans le cadre du PA numéro 033 498 23 K 0002. Dire que cette voie est privée et que sa gestion reste à la charge du ou des propriétaires, et ce tant que la procédure de rétrocession dans le domaine public, conformément au règlement relatif à la reprise des infrastructures privées dans le domaine public communal, adopté par la délibération numéro 2020-10-05 du 12 octobre 2020 du Conseil municipal, ne sera pas effectuée. Chargé, Monsieur le maire, de communiquer cette information, notamment au service des cadastres et postaux, et de publier et certifier les nouvelles adresses liées sur la base adresse nationale. Avez-vous des questions? Non. Comment? Loupingaille. Loupingaille, le grand pain. Le grand fin. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération 2023-65, acquisition de plein droit par la commune d'un bien 100 mètres. Et la parole est à Christiane. Vu l'état hypothécaire de la parcelle cadastrée section BE numéro 52 appartenant à Madame Cazovieille Marie-Anne dite Eva, d'une contenance cadastrale de 1465 m² en zone naturelle du PLU en vigueur et 6 en limite du chemin de Francille, reçu du service de la publicité foncière le 20-11-2020. Vu la tenue de la commission urbanisme et sécurité en date du 20 septembre 2023, Madame Cazovieille Marie-Anne dite Eva, propriétaire connue du bien susvisé, est décédée depuis plus de 30 ans. L'état hypothécaire du bien confirme qu'il est toujours établi en son nom et qu'il n'y a pas eu de succession réglée pour transmettre ce bien aux éventuels héritiers. Par conséquent, la parcelle cadastrée section BE numéro 52 relève de la catégorie des biens 100 mètres du 1 de l'article L 1123-1 du CG3P et la condition qu'aucun susceptible ne s'est présenté depuis plus de 30 ans est remplie dès lors qu'aucun acte n'a été publié au service de publicité foncière pour le bien à appréhender. Après en avoir délibéré, il est proposé en conseil municipal de constater l'acquisition de plein droit par la commune de la parcelle section BE numéro 52 appartenant à Madame Cazovieille Marie-Anne dite Eva, d'une contenance cadastrale de 1465 m² en zone naturelle du PLU en vigueur et 6 en limite de chemin de Francille, en tant que bien 100 mètres relevant de la catégorie 1 de l'article L 1123-1 du CG3P. Incorporer le dit bien dans le domaine privé de la commune, autoriser Monsieur le maire à prendre un arrêté municipal rappelant les termes de la présente délibération et les mentions indispensables et à le déposer auprès du service de la publicité foncière afin que les documents cadastraux soient mis à jour. Avez-vous des questions? Oui. Payer à qui le terrain s'il n'y a plus personne? On le prend. Ah. C'est gratuit. C'est bien, hein, mais il n'y en a pas assez. Ce serait mieux qu'il y en ait plus, mais bon, c'est comme ça. Après, il y a un travail à faire. Hein. Il y a des sociétés qui commencent à s'y mettre justement sur le travail des biens 100 mètres parce qu'il y a un paquet de propriétés qui sont aujourd'hui depuis très longtemps inexploitées et oubliées.
sur lequel il faudrait qu'on se penche sérieusement. Y a-t-il des oppositions à cette délibération? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 2023-66, extension et rénovation de l'école de Lavignole. Signature d'un contrat à la convention de mandat avec la communauté de communes du Val-de-Leyre. Et la parole est à Nadège. Alors, vu la tenue de la commission travaux, accessibilité et forêt en date du 20 septembre 2023 et finances budget en date du 21 septembre 2023, vu la délibération numéro 2023-13 adoptée à l'unanimité par le conseil municipal réuni en session ordinaire le 20 mars 2023, et afin de tenir compte des résultats de l'appel d'offres relatif aux travaux de VRD, il est nécessaire de mettre à jour les annexes numéro 1 et numéro 2 de la convention signée avec la communauté de communes du Val-de-Leyre. Il est proposé au conseil municipal de signer l'avenant à la convention de mandat annexée à la présente délibération. Et donc, après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'approuver le projet d'avenant à la convention de mandat avec la CDCC annexée, d'autoriser Monsieur le maire à signer cet avenant à la convention de mandat et d'autoriser Monsieur le maire à effectuer toutes les démarches administratives nécessaires. Avez-vous des questions? Pour information, la convention de mandat s'élèvera après avenant donc à 458 311,57 € hors taxe à la charge de la commune. Voilà. Des questions? Non, vous avez pu voir les réalisations puisqu'on a eu l'occasion de faire la visite, d'inviter tous les élus à faire le tour des travaux. Vous avez pu voir que les travaux sont bien engagés déjà. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération 2023-67, travaux d'enfouissement coordonnés des réseaux rue Vaauchamp, signature d'une convention locale pour la mise en souterrain des réseaux aériens de communication électronique d'Orange, établis sur support commun avec les réseaux publics aériens de distribution d'électricité. La parole est à Bernard. Vu la tenue de la commission municipale à travaux accessibilité et forêt en date du 20 septembre 2023, considérant les travaux de raccordement électrique de la résidence Bulder, située rue Vaauchamp sur la commune de Salles, travaux engagés par Enedis, considérant les travaux d'effacement et d'enfouissement des réseaux électriques basse tension sur la section de la rue Vaauchamp comprise entre la rue de la Haute-Lande et l'allée du Champ de Foire, travaux portés par le syndicat intercommunal d'électrification rurale, SIER, dans le cadre de l'article 8 du contrat de concession conclu avec Enedis. Considérant que, lors de ces travaux nécessitant une ouverture de tranchée sur la section de voie communale susvisée, il apparaît opportun d'enfouir les réseaux aériens d'éclairage public et de communication électronique d'Orange accueillis sur des supports communs. Considérant le projet de convention locale 6 juin, numéro 54-23-156752/AS-2304-868, transmis par Orange pour la mise en souterrain des réseaux aériens de communication électronique établis sur support commun avec des réseaux publics aériens de distribution d'électricité, convention qui définit la répartition des prestations, des coûts, des droits et des responsabilités tant de la commune de Salles qu'Orange. Considérant le devis numéro Pro-CDN-PG54-23-156-752 d'Orange joint, qui fixe le montant des travaux, études et câblage à 4 917 € hors taxe, la participation de la commune de Salles à 799,20 € et la participation d'Orange sur le matériel de génie civil posé à 665 € hors taxe, et ceci dans l'attente d'un titre exécutoire. Il est précisé que les travaux d'enfouissement des réseaux de télécommunications et d'éclairage public ont fait l'objet d'un marché public de travaux numéro 2023-10 attribué à Eiffage Énergie Système Aquitaine pour un montant total de 40 890,60 €. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'approuver le projet de convention à conclure entre la commune et la société Orange pour la réalisation de travaux de dissimulation des réseaux aériens de télécommunications situés sur la section de la rue Vaauchamp comprise entre la rue de la Haute-Lande et l'allée du Champ de Foire, d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention ainsi que tous les documents afférents,
d'autoriser Monsieur le maire à effectuer toutes les démarches administratives nécessaires. Avez-vous des questions? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération 2023-68, convention cadre entre le département de la Gironde et la commune de Salles relative à la mutualisation des équipements sportifs. Je rajouterai enfin. Le conseil municipal, vu la délibération de la commission permanente du conseil départemental de la Gironde en date du 10 juillet 2023, vu la tenue de la commission municipale association sport et jumelage en date du 22 septembre 2023, dans le cadre de l'éducation physique et sportive des collèges et de la pratique sportive des associations salloises, le département de Gironde et la commune de Salles s'accordent pour la mise en place d'une convention de réciprocité de mise à disposition des équipements sportifs suivants. Pour le département, gymnase du collège Aliénor d'Aquitaine de Salles, salle d'activité physique du collège Aliénor d'Aquitaine de Salles. Pour la commune, terrain herbé communal. Cette mise à disposition se fera sous les caractéristiques suivantes. Les périodes d'utilisation sont établies en fonction du calendrier de l'année scolaire et des cycles de pratique, hors les périodes ci-dessous. Fermeture des équipements pour entretien. Les équipements sportifs communaux auront des périodes spécifiques de fonctionnement déterminées par la commune. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'approuver la convention cadre jointe à la présente délibération relative à la mutualisation des équipements sportifs entre le département de la Gironde et la commune de Salles pour une durée initiale de 3 ans, renouvelable par tacite reconduction, d'autoriser Monsieur le maire à signer la dite convention. Avez-vous des questions? Non, je mets au voix. Alors, attends. Ouais. Moi, je n'ai pas de questions, mais je voudrais quand même préciser, parce que c'est vrai que cette convention, on l'attendait depuis longtemps, et que, contrairement à ce qui se passait précédemment, on a réussi à travailler avec le département, et donc à faire une convention de mise à disposition d'équipements réciproques, et à titre gratuit. C'est-à-dire qu'avant, ça nous coûtait à peu près 15 000 € sur le budget de la commune, entre 15 et 20 000 €. Aujourd'hui, ce sera gratuit pour la commune, sauf certaines... s'il y a des dysfonctionnements sur les fluides, par exemple, où là, on participera à hauteur du dysfonctionnement. Voilà, je trouvais que c'était important de le préciser. C'est très bien, merci Nadège. D'autres observations? Non. Je mets aux voix, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 2023-69, adhésion au CNAS. La parole est à Pierre Brousta. Vu l'avis du comité social territorial en date du 29 septembre 2023, considérant la dissolution du comité d'œuvres sociales et de loisirs du 31 août 2023, le comité national d'action sociale pour le personnel des collectivités territoriales, le CNAS, association loi 1901 à but non lucratif, est un organisme de portée nationale qui a pour but l'amélioration des conditions de vie des personnels et de la fonction publique territoriale et de leurs familles. À cet effet, il est proposé à ses bénéficiaires un très large éventail de prestations, aides, secours, prêts sociaux, vacances, loisirs, culture, chèques réduction, qu'il fait évoluer chaque année afin de répondre à leurs besoins et à leurs attentes. Considérant la possibilité de la commune d'adhérer au CNAS à compter du 1er septembre 2023, moyennant une cotisation proratisée de 70,67 € par agent, pour 2023, l'adhésion est renouvelée annuellement par tacite reconduction. À titre indicatif, la cotisation annuelle 2023 s'élevait à 212 € par agent actif. La collectivité a fait le choix de n'ouvrir les prestations du CNAS qu'aux agents actifs de la collectivité, titulaires, stagiaires ou contractuels depuis plus d'1 an. En vue de la gestion des prestations proposées par le CNAS, des agents de la commune doivent être désignés en qualité de délégués locaux, collèges élus et agents, pour la période de 2023 à 2026. Il est proposé de désigner Mme Carole Bonafoux pour le collège des élus, ainsi que Mme Valérie Villetorte, titulaire, et M. Sébastien Follop, suppléant pour le collège des agents. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'approuver l'adhésion de la commune au comité national d'action sociale pour le personnel actif des collectivités territoriales, le CNAS, à compter du 1er septembre 2023,
Approuver la désignation des délégués locaux de la commune en qualité de gestionnaire des prestations correspondant avec le CNAS. Approuver la convention d'adhésion figurant en annexe. Autoriser Monsieur le maire à signer toutes les pièces nécessaires à l'exécution de cette adhésion. Avez-vous des questions? Oui, Graziella. Ah oui, pardon. Je parle ce soir. Depuis Raymond Brun, le CNAS, puis le COSEL ensuite, a fait profiter les agents communaux de son éventail de prestations. Il y avait inclus les retraités et jusqu'à la dissolution du COSEL cet été, ils en avaient tous bénéficié. Lors de l'AG extraordinaire du 14 juin 2023, vous avez indiqué aux membres présents que le CNAS resterait ouvert à tous. C'est la première fois que les retraités disparaissent du système. Ces petits avantages que vous leur ôtez contribueront à fragiliser l'équilibre, peut-être, à fragiliser l'équilibre et l'entente entre les générations, ainsi que peut-être les vocations. Je vais te répondre après. Monsieur Poc, on va faire les deux d'un coup, ça ira plus vite. Éloigné, mais tout d'abord, et je crois que nous sommes tous là pour en témoigner, quel regret et quelle déception de voir que le COSEL n'a pas pu échapper à sa dissolution. J'y vois là un signe manifeste de la démotivation du personnel et plus généralement aussi un signe que les individus aujourd'hui ne se singularisent plus que comme de simples consommateurs. On prend ce qu'on nous offre, mais on devient incapable d'être une force de proposition et de participer à une œuvre collective ou à l'effort collectif. Alors ceux qui résistent, à force de résister, finissent par baisser les bras. C'est terriblement frustrant. D'autant qu'en passant par le CNAS, nos agents municipaux vont perdre en termes de prestations sociales à la fois sur le plan qualitatif, fini les offres sur mesure négociées avec des partenaires locaux, et sur le plan quantitatif pour, entre autres, cette même raison. Autre sujet de perte, les anciens, donc les retraités de la commune, ne pourront plus bénéficier des prestations disponibles, ce qui évaut aussi en quelque sorte à une perte de pouvoir d'achat pour les plus modestes d'entre eux. Bref, c'est donc un retour en arrière dont les principales victimes seront finalement les artisans de la mort de l'Ancien Régime. Bon, plusieurs réponses. Je suis comme vous, je regrette la disparition du COSEL. Le COSEL avait un avantage, c'est qu'il mélangeait deux dispositifs qu'on avait avant, le CNAS et l'amicale. Il avait cet avantage de fonctionner correctement. Après, tout a été fait pour une reprise du COSEL par les agents, puisqu'il y a eu des appels à candidature multiples. Il y a eu des libertés de service qui ont été données à tous les agents pour dire on fait l'Assemblée générale dans l'après-midi sur temps de travail avec autorisation de se libérer sur temps de travail pour venir. Personne n'a répondu. 8 postes à pourvoir, 2 candidats. On ne va pas maintenir un truc dans l'eau juste parce que c'est joli. Les gens ne se le sont pas appropriés. Peut-être que s'ils ne sont pas appropriés, peut-être que ça ne répondait pas non plus aux besoins de tous les agents. Clairement, il y avait presque, je ne vais pas dire qu'il y avait plus de retraités que d'actifs, parce qu'il faut quand même savoir que les dispositifs sociaux sont d'abord faits pour les actifs, et qu'aujourd'hui, il y avait presque plus de retraités que d'actifs au sein du COSEL. Donc il faut faire aussi attention à l'argent, comment on le met. Enfin, les dispositifs sociaux, à la base, comme les CE, etc., sont faits d'abord et avant tout pour les actifs. Aujourd'hui, ça ne répondait pas a priori aux actifs, puisque sur 150 agents, de mémoire, je crois qu'il devait être 70 ou 80 maximum à adhérer au CNAS, et souvent surtout pour de la billetterie cinéma à 80% sur des choses comme ça. Sur les autres actions, qui étaient les actions qui relèvent plus d'un côté amical de personnel, elles étaient aussi portées par le COSEL, c'était ça l'avantage. Et là, elles regroupaient beaucoup de monde avec des choses duquel je m'étais ému. D'abord, tout le monde payait la même chose, actifs ou retraités, ce qui n'est pas dans l'esprit de la loi des comités d'entreprise ou des services sociaux qui doivent être ouverts aux actifs. Voilà, il y avait différentes choses comme ça qui devaient être revues. Le COSEL avait commencé à les revoir. Maintenant, les gens ne se sont pas appropriés, donc on propose une solution, on va dire, dite intermédiaire, puisque le CNAS va proposer des prestations nationales qui sont connues et qui étaient reprises essentiellement par le COSEL, voire plus d'ailleurs de prestations que le COSEL pour la partie famille, c'est-à-dire pour les agents qui ont des enfants, puisque le principe c'était quand même ça à la base. Ils ne perdront pas des prestations qualitatives d'aller chez le boulanger avec moins 5% ou chez Foucault avec moins 5 non plus, puisque
le CNAS m'a bien confirmé que les correspondants locaux peuvent proposer des partenaires locaux pour des actions en leur donnant un logo CNAS avec les mêmes dispositifs que ce qu'ils avaient avant via le COSEL. Ce sera aux agents de travailler avec le CNAS pour mettre à disposition des offres locales. Mais aujourd'hui, ce n'est pas impossible avec le CNAS. Ça m'a été confirmé. Deuxième chose, l'amicale du personnel qui fonctionnait avant sous le CNAS n'a jamais été dissoute. Elle est aujourd'hui en sommeil. Donc, eh bien, on verra s'il y a des agents en capacité, on va dire, de la réveiller pour réoffrir, on va dire, des services de type voyage ou de type sortie conviviale, y compris avec les retraités, parce qu'il n'y a rien qui empêchera l'amicale d'accueillir les retraités, ce qui n'est pas le cas avec le CNAS. Le CNAS, on paierait très cher pour 3 prestations, en l'occurrence la billetterie cinéma, les choses comme ça. Ça n'a aucun intérêt. Par contre, sur l'amicale, il y aura toujours moyen de travailler pour intégrer les retraités, comme c'était le cas auparavant d'ailleurs. Voilà, est-ce que j'ai répondu à... Voilà, je vous propose de mettre aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération 2023-70, soutien scolaire et pédagogique, recrutement et rémunération. La parole est à Morgane. Vu la tenue de la commission Petite Enfance, Enfance, Jeunesse et Vie scolaire en date du 20 septembre 2023, la mise en place du dispositif soutien scolaire et pédagogique à destination des élèves en élémentaire. Dans le but d'accompagner les élèves les plus en difficulté scolaire, la commune de Salles, en partenariat avec l'Éducation nationale, propose un format type études dirigées. Plus de piles. Tiens. Non, parce qu'autrement, c'est pas enregistré. En dehors du temps scolaire, dans des espaces adaptés ayant pour objectif de soutenir les parents dans le suivi scolaire de leurs enfants, d'aider les enfants à acquérir des méthodes, de valoriser les acquis afin de renforcer leur autonomie. Ce projet a été expérimenté sur une école et peut désormais être élargi sur l'ensemble de nos écoles élémentaires. Ces études seront organisées par école à raison de 2 séances de 1h15 par semaine et encadrées par 2 enseignants volontaires. Les enseignants percevront une indemnité horaire brute selon le barème en vigueur. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'approuver la mise en place du soutien scolaire et pédagogique au sein des écoles élémentaires de la commune, d'autoriser le recrutement d'enseignants volontaires pour exercer cette mission, de fixer la rémunération sur la base d'une indemnité horaire brute selon le barème en vigueur, d'autoriser Monsieur le maire à signer les actes nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Avez-vous des questions? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 2023-71, modification de tableau des effectifs, création et suppression de postes. La parole est à Carole.
Avez-vous des questions? Non? Je mets aux voix, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? 2 abstentions. Je vous remercie. Délibération numéro 2023-72, signature d'une convention avec la Ligue de l'enseignement, Fédération de la Gironde et l'Éducation nationale dans le cadre de la mise en place du projet Lire et faire lire sur l'année scolaire 2023-2024. Et la parole est à Vanessa. Vu la signature de la convention avec la Fédération girondine de la Ligue de l'enseignement et de l'Éducation nationale dans le cadre de la mise en place du projet Lire et faire lire sur les années scolaires 2021-2022 et 2022-2023 suivant les délibérations numéro 2021-90 et 2022-102. Vu l'adoption de la demande d'obtention du label Lire et faire lire par la commune de Salles, suivant délibération numéro 2022-38, soumise au conseil municipal le 29 mars 2022, donnant autorisation à monsieur le maire ou l'adjoint délégué à la petite enfance, enfance et jeunesse de prendre toutes les mesures nécessaires de son application. Vu la nécessité et la volonté pour la ville de Salles de soutenir la pérennisation du dispositif par le versement de la contribution sollicitée selon le barème établi, soit pour une commune de 5 000 à 10 000 habitants, la somme de 350 €, suivant délibération numéro 2022-78, soumise au conseil municipal le 19 septembre 2022. Considérant la volonté de la ville de Salles de continuer à s'engager à promouvoir la lecture sur son territoire en favorisant le développement du programme Lire et faire lire. Considérant l'obtention du label Lire et faire lire pour une durée de 4 ans, le projet éducatif de territoire PEDT de Salles vise à développer une politique locale et partagée en faveur des enfants et des jeunes en mobilisant l'ensemble des acteurs de la communauté éducative, services enfants-jeunesse, établissements scolaires, associations, familles. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer au nom de la commune la convention avec la Ligue de l'enseignement, Fédération de Gironde et l'Éducation nationale s'y annexée aux présentes pour l'année scolaire 2023-2024. Avez-vous des questions? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération suivante 2023-73, crèche Tête en l'air. Mise à jour du règlement de fonctionnement de la crèche de Salles. Et la parole est à Christine. Vu la délibération numéro 20 022-54 prise en conseil municipal le 27 juin 2022 portant approbation des dernières modifications opérées sur le règlement intérieur du multi-accueil Tête en l'air. Vu la tenue de la commission Petite Enfance, Enfance, Jeunesse et Vie scolaire en date du 20 septembre 2023. Considérant que les principales modifications apportées concernent le nombre de places d'enfants accueillis sur la structure par jour, qui passe de 28 places à 36 places. Les enfants seront accueillis sur 3 groupes différents, 10 places sur le groupe des bébés, 13 places sur le groupe des moyens et 13 places sur le groupe des grands. Le nombre de places autorisées en surnombre, soit 41 places au total, et l'organisation d'accueil des enfants. La modulation d'accueil sur la journée, 12 places de 7h30 à 8h et 18h à 18h30 et 36 places de 8h à 18h. Les modes d'admission médicale des enfants, rôle du référent santé et accueil inclusif, participation financière des enfants accueillis au titre de l'aide sociale en l'enfance, modalité de règlement dans le cas de parents séparés, modalité d'information des parents dans le cadre de l'enquête Filou demandée par la CAF. Il convient d'actualiser le règlement de fonctionnement de la crèche collective Tête en l'air en fonction des éléments présents dans le décret du 30 août 2021 et des éléments demandés par la PMI et la CAF. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'approuver le règlement de fonctionnement de la crèche collective Tête en l'air annexé à la présente proposition de délibération. Autoriser monsieur le maire à signer au nom de la commune ce règlement, transmettre ce règlement aux différents partenaires institutionnels, PMI, CAF, transmettre ce règlement aux usagers de la crèche, permettre à ce que ce règlement soit consultable sur le site internet de la ville ainsi qu'au service Petite Enfance. Avez-vous des questions?
Non, je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Alors, avant de clore le Conseil, on va passer à une question écrite qui a été envoyée par M. Saunier, que je lui laisse lire et je lui répondrai après. Monsieur le maire, lors du Conseil du 19 septembre 2022, j'avais demandé qu'on intervienne pour la création d'un passage protégé au sujet de la dépose des enfants le soir au retour du collège au niveau du numéro 26, route de la Vignole. Cela fait plus d'un an déjà et toujours rien. Or, le 20 mars 2023, il a été voté à l'unanimité la mise en place du 30 km/h sur la route de Compostelle à la Vignole, afin de protéger nos enfants aux abords de la maternelle et primaire. Constat, là, en moins de 2 mois, les travaux ont été réalisés, en notant au passage que pas moins de 11 bandes blanches inutiles ont été peintes au sol sur la route de la Vignole pour signaler les 30 km/h, alors que 8 bandes blanches auraient suffi pour créer le passage réclamé depuis un an. Autre constat, j'ai souvent appelé directement le service technique en semaine ou à la permanence les samedis et dimanches pour signaler une décharge sauvage, un sanglier ou un chevreuil mort au bord de la route. Je le dis, le travail a toujours été bien fait et rapidement. Malheureusement, j'ai pu constater que dernièrement, les services techniques n'intervenaient plus comme auparavant. Il y a sans doute une raison. Pourriez-vous nous informer à ce sujet? Aux questions, il n'y a rien de particulier. Je vais y répondre bien volontiers. Pas moins de 11 bandes blanches inutiles. Moi, j'aime beaucoup quand les conseillers municipaux, ils savent de quoi ils parlent. Mais si vous voulez, 11 manches blanches, pourquoi pas? Oui, il y en a eu 11 de peintes inutiles. Je ne vois pas ce qui vous permet de douter des compétences du CRD par rapport à ça, parce qu'il y a des réglementations en cours sur lesquelles il faut s'appuyer. Donc je trouve ça un petit peu, voilà, de temps en temps, ce serait bien de redescendre à notre niveau et puis de dire que si ça a été fait, c'est qu'il y a une raison quand même. Et que de ne pas toujours douter sur le fait qu'on ne fait pas de la peinture juste pour faire joli. Alors d'abord, sur la demande de sécurisation de l'arrêt de bus, au niveau du 26 route de la Vignole. Elle a bien été prise en compte par les services techniques de la commune et a été partiellement traitée. D'abord, il y a eu une rencontre sur site qui a été organisée par le directeur des services techniques avec certains parents d'élèves le 16 mai dernier, en fin de journée, à l'heure de la dépose des enfants, afin de recueillir et d'échanger avec les parents et recueillir leurs témoignages, de constater les différentes problématiques et d'expliquer les contraintes administratives et réglementaires qui s'imposent à la collectivité. En effet, l'arrêt se situe d'abord sur une départementale, la D108, et la réalisation d'aménagements est conditionnée à l'avis préalable du département et à la signature d'une convention avec le département. Il convient également de travailler en concertation avec l'ensemble des parties prenantes, régions, départements, CDC et les sociétés de transport. En l'occurrence, avec la région, on a été inscrit à un dispositif expérimental pour expérimenter les nouvelles bornes qui vont flécher tous les parcours et tous les arrêts de bus scolaires, tous les points d'arrêt de bus scolaire avec une signalétique spécifique. Il y a 2 communes en Gironde qui ont été retenues à titre expérimental, dont Salles fait partie. Mais ça va mettre un petit peu de temps puisqu'il va y avoir des commandes, il va y avoir des choses. Aujourd'hui, l'arrêt tel qu'il est fait, aujourd'hui sur une entrée cochère d'une maison, il n'est pas du tout dit qu'il soit pérenne et le CRD nous dira en temps et en heure s'il doit être maintenu ici. Donc le 27 juin, sur site, en présence des parties prenantes, on a essayé de s'assurer que l'implantation actuelle au niveau de l'entrée charretière soit la plus pertinente avant d'engager des travaux de signalisation horizontale, marquage au sol et vertical panneau. Toutefois, il y a quand même eu un panneau qui a été posé pour signaler le lieu de l'arrêt. À l'issue de cette rencontre avec les parents d'élèves, je le rappelle, et puis aussi avec les gens concernés, il a été convenu de renforcer la signalisation verticale de cette zone de dépose en implantant les panneaux de signalisation de position et avancés, travaux réalisés le 31/8/2023 avant la rentrée scolaire, en régie par le pôle voirie-forêt. Il a été acté aussi de ne pas réaliser les marquages au sol, ligne zigzag jaune, en attendant d'étudier et valider auprès du département le déplacement de l'arrêt au niveau de l'intersection de l'ERD avec le chemin de Nelson. Et là, la démarche est en cours. L'implantation d'un passage piéton ne peut pas se faire sans étudier l'efficience de cette mesure. Mettre un passage piéton, c'est à la portée de, de n'importe quelle personne. Il suffit d'envoyer les mecs de voirie, sauf que on est sur une zone, certes, à 50,
mais où les policiers municipaux mettent le plus de verbalisation, où on est plus près des 90 que des 50. Mettre un passage piéton à un endroit où les gens roulent à 90 km/h sans prendre des mesures en aval et en amont du sécurité du passage piéton serait certainement pas une solution efficace, bien au contraire. Donc ça doit se travailler avec le CRD, et s'il doit demain y avoir un passage piéton, il faudra qu'on sache exactement où est l'arrêt, s'il est déplacé ou pas déplacé, et ensuite ça nécessitera des aménagements qui vont bien plus loin que des bandes blanches permettant la traversée des enfants avec une sécurité toute relative. Sur les travaux provisoires de sécurisation des abords de l'école de la Vignole, je vous rappelle qu'ils ont été réalisés en urgence et pas pour sécuriser l'entrée des enfants de maternelle, pour sécuriser parce qu'il y avait des travaux et que pendant la durée des travaux, il y a des camions, il y a des flux de circulation, il y a des enfants. Le traitement de la sécurité devant de l'école sera traité dans le cadre d'une mission de maîtrise d'œuvre pendant la phase du chantier pour qu'à la livraison du chantier, il y ait un aménagement de sécurité qui intervienne. Aujourd'hui, rien n'est arrêté. Est-ce que ce sera un plateau? Est-ce que ce sera des feux pédagogiques? Est-ce que ce sera autre chose? J'en sais rien. Ça va être travaillé par un maître d'œuvre. En tout état de cause, qui a été mis aujourd'hui, les coussins berlinois et les bandes blanches, ils répondent à une réglementation. Les bandes blanches, c'est un effet optique qui a été validé par le département et qui est obligatoire pour signaler la zone 30. Ce n'est pas que pour faire joli ou pour faire de la peinture au sol, juste parce que... Donc, je ne le savais pas, je me suis renseigné, donc c'est pour ça que de temps en temps, il faudrait mieux se renseigner avant de dire des choses en disant qu'elles sont inutiles, parce que ce n'est pas le cas. Alors, certes, il a fallu un petit peu de temps, parce que d'abord, les services du département ne répondent pas aussi vite qu'on le pense. J'attends déjà depuis plus d'un an la mise en sécurité de l'arrêt de bus de Perrin, où les enfants sont dans le noir, dans le fossé et tout ça. Le conseil départemental avait dit oui, on vient de changer d'ingénieur, et on nous dit c'est trop près du virage maintenant. Voilà, donc tout ça, ça recule tout parce qu'il y a des gens à un moment qui ne pensent pas comme le premier d'avant. Donc je peux comprendre que j'ai une certaine responsabilité et en l'occurrence, je suis plus inquiet sur Perrin que sur la sécurité de la Vignole. Et je vous rappelle au passage, d'ailleurs, vous êtes conseiller municipal de Salles et pas de conseiller municipal de la Vignole. C'est qu'on regarde un petit peu tout. Aujourd'hui, l'arrêt de Perrin est 20 fois plus dangereux et s'il y en a bien un qui devait m'empêcher de dormir, ce serait bien celui-là et pas celui de l'accès de Hudge. Voilà, alors sur les services techniques qui n'interviennent plus comme auparavant, vous avez raison, puisque maintenant j'ai demandé aux services techniques de ne plus répondre aux sollicitations de qui que ce soit, sans que ce soit passé par le directeur des services techniques. Voilà, tout simplement parce qu'il y a des choses qui peuvent attendre, des animaux qui sont morts sur le bord de la route, des fois ça peut attendre le lundi plutôt que de dégager, de déplacer un agent d'astreinte en plein week-end ou en soirée pour ramasser des choses. Il y a des choses, franchement, des poubelles qui sont dehors, autre chose, ça peut se faire un lundi ou un mardi. En tous les cas, j'ai demandé à ce qu'on n'arrête plus les travaux pour que quelqu'un parte et à y nettoyer quelque chose parce qu'il y en a un qui a vu quelque chose en forêt, qui a vu autre chose. Donc on le prend en compte, mais on le traite quand on est en capacité de le faire et pas quand les gens le souhaitent, et en tous les cas, certainement pas à la demande. En gros, la réponse était rien ne sert de courir, il faut toujours partir à point. On ne peut pas répondre. Ah, pardon. On contacte la CCA en général. Oui. C'est pour ça que justement, c'est plus aux agents municipaux d'intervenir, c'est à la CCA de prendre ça en charge. C'est à la CCA de prendre ça en charge. C'est pour ça que maintenant, on ne va plus sur ce type d'intervention. On appelle le président de la chasse qui fait ce qu'il faut. Donc voilà, donc vous continuez à signaler, ou à l'astreinte ou autre chose. S'il y a un danger immédiat, comme c'est arrivé l'autre jour, où par exemple on a eu un arbre qui s'est couché sur la RD, on a appelé, bien entendu, là l'astreinte va venir, ou quand il y a eu un accident l'autre jour, où il y a des gravillons partout, on rappelle la balayeuse à 11h le soir pour qu'elle vienne balayer la route. Pour le reste, quand il y a des débris ou des déchets dans la forêt, certes le déchet appelle le déchet, mais enfin si on ne les ramasse pas le samedi, qu'on les ramasse le lundi, il n'y a pas mort d'homme et ça ne changera pas le sujet. Il y a un sanglier qui est juste à côté du panneau La Vignole, qui a été tué par une voiture certainement le week-end dernier, puis il est toujours là. Alors qu'est-ce qu'on fait? On appelle la CCA. C'est la CCA de le ramasser, c'est pas la commune. D'accord. C'est la chasse. Voilà, donc je sais que ça a été signalé par... oui, il n'y a pas que moi qui a signalé, il y a la police, fait son boulot aussi. Après, c'est les services techniques, c'est le directeur des services techniques qui gère les interventions et qui du coup déclenche soit la CCA, soit l'astreinte technique si on a besoin
en forêt, j'essaye qu'en général que ça traîne pas trop longtemps, parce que je pense qu'il faut les ramasser assez vite, parce que le déchet appelle le déchet. À ce titre, d'ailleurs, je vais vous préciser quelque chose. La communauté de communes ne va pas tarder à mettre en place les abris poubelles un petit peu partout, qui ont été évoqués à plusieurs reprises ici. Les appels d'offres sont en cours. En sachant qu'en même temps qu'on va développer les abris poubelles, on va développer aussi un panneautage sur ces abris qui précise bien que toute personne qui sera prise à mettre des déchets, bouteilles de verre, sacs poubelles, en dehors des containers ou en dehors du local, l'amende elle est de 1 500 € et confiscation immédiate du véhicule avec lequel on a transporté les déchets. Voilà, et ce sera fait par la police, et je vous promets que le jour où il y en aura un, je l'afficherai sur Facebook, histoire que tout le monde comprenne bien le message. Voilà.